Dimé, comment vas-tu? Comment vas-tu? Le mais, le double mais. Ça fait plaisir de te voir ici. Bah de ouf, la première fois. Hein. Même on se disait en rentrée que c'est la première fois qu'on fait une interview, je crois, tous les deux. Ouais, carrément. Hein. On s'est vus, on a fait des trucs, mais jamais d'interview comme ça. Ouais. En vrai, j'avais fait justement au KLM, mais je crois que t'étais pas là. Ouais, j'étais pas là. Ouais. Bon, on se voit parce que il y a un nouveau projet qui sort. Exactement. Mais c'est l'occasion, bien sûr, de parler de voilà. plein de choses. Et moi, du coup, je vais parler de comment je t'ai découvert. C'était en 2016. Ouais. À l'époque, j'étais à la BFDR et on bossait sur une soirée qui s'appelait Horizon. Et ça me parle de line-up, ça me dit ouais, en fait, là, on aimerait booker deux mecs, Dimé et Simka. Ils sont trop chauds sur scène. Et je vous connaissais pas. Tu vois. Et donc, je vous découvre ce jour-là à la maroquinerie et je prends une claque comme beaucoup de gens, tu vois, quand ils vous voient sur scène. Et c'est là, en fait, où je vous rencontre. Il y a donc 9 piges, un truc comme ça. Et il y avait déjà, j'avais l'impression que vous étiez déjà super prêt, alors que moi, je vous avais jamais entendu encore, tu vois. Il y a Focus, un peu après, je crois, qui arrive et qui, du coup, pour moi, est un peu ton premier morceau qui va vraiment te faire connaître, tu vois. C'est ça, exact. Est-ce que tu te souviens un peu de cette période-là qui, pour moi, est un peu le moment de la révélation d'Imé dans le rap, en tout cas? En vrai, bah ouais, en fait, la période, justement, 2016, c'était un peu, je dirais, un peu avant, genre, 2013-2014, où, genre, justement, je rencontre un peu les mecs là à 7.5. Ouais. Les Népal, paix à son âme, justement tout ce groupe-là. Et bah il y a surtout le morceau Fujila, en fait, qui m'avait mis en avant, le morceau que j'avais fait avec Népal, qui m'avait cramé en avant sur la scène francophone et française. Et après, bah, c'est de là j'ai activé mon run, parce que c'était vraiment la transition boom bap trap à cette époque, tu vois. Et à la base, tu viens du boom bap. Voilà. Et justement, il y en avait plein qui se brûlaient les ailes justement dans cette transition-là. Et moi, j'avais fait la transi avec ce son-là. Et du coup, après, bah, mon run, il a continué comme ça. Et c'est là, de là, je rencontre les Slim, les Makala et tout. On se connaissait déjà, mais je veux dire, dans cette effervescence trap. Ouais. Si, en tant que rappeur, mais je sais pas comment expliquer le délire, mais dans ce truc-là de trap sauvage, c'est là où on se réunit, on unit nos forces et on rentre dans ce délire-là. Et du coup, bah, je tire Slimka à Paris. C'était un des premiers concerts Grunt. Justement, Népal, il m'a dit de venir. Du coup, je le tire. Et après, c'est comme ça au fur et à mesure. Hein. Quand toi, tu commences à rapper à Genève, du coup, t'es pas forcément avec ces gars-là au début, Slimka, Makala, parce que aussi, il y a pas longtemps, il y a Myro qui était là et qui me disait que toi, t'avais commencé assez jeune, tu vois. Voilà, il y avait un truc un peu de précocité. Oui, il me disait même, gentiment, tu vois, il me disait, j'étais presque un peu jaloux, tu vois. Il avait déjà les plans et tout, il allait déjà à Paris. Donc, comment ça se passe, toi? Comment ça se fait que t'étais un peu peut-être le plus en avance, entre guillemets, à ce moment-là, vu ton âge, etc. Et bah, en vrai, moi, en fait, ça a commencé... je vais expliquer. En vrai, ça a commencé, du coup, moi, en gros, j'ai commencé par le skate. Du coup, j'étais au skatepark. Ouais. Genre, je pense, ça avait déjà quoi, 10-11 ans. Et en fait, bah, grâce à un peu mes grands du skatepark, ils avaient un peu une culture avancée du rap français. Il y avait toujours les BO de skate. Voilà, les BO de skate, Tony Hawk. Exactement. Voilà, tu vois, j'avais déjà une bonne discographie. Et il y avait un grand du skatepark. En gros, il m'a mis une clé USB avec... je vais dire quoi, avec du Sad Hill, du X-Men, du Time Bomb, J. Dilla, Pete Rock. Et en fait, de là... Pas boom bap, mais un peu ce truc-là, cette esthétique-là, comme New York, Détroit. Parce qu'avant, j'étais vraiment en mode L.I.M., Mafia Qu'un Free, Ryan B. Fever, mais j'avais pas ce truc-là de aller diguer les sons à l'ancienne, genre du ATK ou bien sûr. Plein d'autres groupes, tu vois. Du coup, il y a ça, et en fait, je tombe amoureux de Sage Poète. Et en gros, il y a le concert des Sages Poètes, et j'y vais avec mon meilleur pote, Gohan, on y va. Et en gros, la première partie, c'était un grand de mon quartier qui gérait la maison de quartier, en gros. Et moi, je vois mon grand faire la première partie et tout. Je suis là, en plus, le lendemain, il y avait l'atelier rap. Du coup, en plus, c'est un peu le move. Ouais. Genre, je vois le concert, je me prends des baffes, je dis, vas-y, demain, je vais à l'atelier rap. Et en gros, je fais mon premier texte. Et de là, je reviens au skatepark. Je dis au gars du skatepark, voilà, j'écris un texte et tout. Et mon pote, il filme par terre. Et en gros, il la met sur YouTube. Ok. Et en fait, c'est pour ça que j'étais super précoce sur YouTube et tout. Du coup, il la met sur YouTube. Il y a les mecs du skatepark, ils commencent à commenter. Ah ouais, bien lourd, nanana. Je dis, ah ouais, c'est comme ça. Du coup, je fais un petit freestyle vidéo. Et après, de là, bah, il y avait des open mic et tout. En fait, ça arrivait super vite, tu vois. Les open mic. Et là, je croisais justement Myro. Et Myro, lui, ça faisait déjà... Tu vois, il avait déjà 3-4 ans de rap dans les pattes. Et justement, on se croisait dans les open mic, dans les trucs. Et voilà, à chaque fois qu'il y avait des moments, on essayait justement de se capter. Et moi, il y avait aussi le groupe Très Sarcastique. Ouais. Donc là, on s'est capté un open mic. Et de là, je suis rentré dans le collectif. Et après, il y avait les End of the Week. Oui. Et c'était exactement la même période
que les rap contenders ou un 995 où genre justement les... Ça devient un peu un raz-de-marée, on les voit, on voilà. découvre à ce moment-là. Et du coup, ils viennent, c'est la tête d'affiche du End of the Week. Ok. Et du coup, ils viennent, et moi, je fais le End of the Week, j'ai 14 ans. Donc, tu vois, j'ai 14 ans, et je m'inscris. Et du coup, en fait, c'est un tournoi d'impro, hein, tu sais. Oui, du coup, c'est un tournoi d'impro, freestyle et tout, et je me retrouve à gagner le truc, en fait. À 14 piges. Ouais. Ok. Ouais, 14 ans. Et je me retrouve à gagner le truc. Et du coup, bah, quand tu gagnes et tout, bah, après, tu rencontres les têtes d'affiche et tout. Et ils avaient grave kiffé le délire. Ils me disaient, ah ouais, avec ton groupe et tout, incroyable. Bah, c'est quoi? Faites les premières parties en Suisse de 1995. Et du coup, ça a commencé là, la première connexion, un peu le pont. Avec Paris, avec la France. Ouais, le premier bridge, il a commencé de là, tu vois. Ok. Et j'étais avec mon gars hier, celui qui a fait la première partie, à ma maroquinerie. Et du coup, c'est de là. Hein. Après, on est venu à Paris. Et justement, à 14 ans, 15 ans, je prenais les premiers trains. J'allais justement chez mon cousin à Barbès, avec Nirmou. Et de là, que les open mic à Paris, quoi. Ouais, t'étais là-dedans. Ouais. Comment, à 14 ans, tu deviens un bon improvisateur? Est-ce que c'est un truc que tu travaillais déjà? Ou ce jour-là, t'étais Non, c'était un fait truc que je t'ai fait. Ouais, t'es obligé, j'étais déjà, Bustaflex, c'était un de mes rappeurs préférés. Ce qui est pas normal quand on a 14 ans. Enfin, c'est trop bien, c'est une meilleure ref. Mais tu vois, t'avais vraiment des refs qui sont pas de ta génération, en fait. C'est ça, en fait. Justement, un Busta qui était très fort en impro, ou un Zoxy, ou même un Fréco dingue. C'est les mecs un peu très... Ouais, qui avait cette folie. Charismatique, cette folie, tu vois. Et moi, je m'imprégnais de ouf aussi de Busta ou de Method Man ou ODB, tu vois. Donc, j'essayais de me calquer. Et c'est le truc que tu travaillais, du coup, l'improvisation. Enfin, tu rappais, je freestylais tout le temps. J'étais un peu le fou du bus. T'as vu, quand j'étais petit, genre, je pouvais t'attraper et te faire un freestyle, tu vois. Donc, j'étais vraiment accro. Par ça. Et c'est pour ça qu'en fait, justement, là où Maïro me disait que j'étais partout, mais parce que justement, genre, j'étais omnibulé par ça. Okay. Et après, mes parents aussi m'ont laissé une grande grosse liberté pour ça, parce qu'ils savaient que c'était mon rêve. Okay. Et justement, j'attrapais tout le monde déjà bien avant. Tu vois, genre, moi, j'ai des souvenirs. Je vais à un concert de Dilated People. Pareil, j'ai 14 ans. Je les croise dehors. Je fais un freestyle devant Evidence. Tu vois. C'est insupportable. Et il est avec Border Rally. Et il kiffe. Oh, lourd et tout, bien le petit, tu vois. Ouais, bah oui, évidemment, quand t'as un petit qui est chaud. Et c'est ça. Et en fait, à chaque fois que je croisais des gens du milieu ou quoi, freestyle. Ok. Et du coup, ça a commencé comme ça. Justement, parce que là, tu parles du rap, tu vois, que tu découvres via le skateboard, mais et tu parles de tes parents, est-ce qu'à la maison, il y avait un truc avec la musique, justement, quand même, ou c'est juste le rap, où t'avais déjà quand même des rêves, des trucs que tes parents écoutaient? Et ben, en gros, parce que le truc, c'est que, tu vois, mon père, il est oranais, et ma mère, elle est marocaine de Meknes, et en fait, mon père, c'était un ami proche à Hesni. Ok. Cheb Hesni. En fait, je jouais dans le même club de football incroyable, à Oran, ça s'appelle Lazmo. Et du coup, ils étaient très proches et tout. Et bah, t'imagines bien que mon daron, je l'ai vu depuis que je suis né dans la cuisine et en écoutant Hesni, Khaled et toute la vague Rai. Mais pas que, tu vois. Ils écoutaient la funk, Michael. Donc c'était très varié. Ma mère, très fan de Bob Marley. Donc il y a eu tout à la maison, tu vois. Est-ce que tu penses que c'est de là que t'as ce truc? Parce que je pense que ta force, et certains pourraient presque dire aussi, ça peut aussi être un désavantage, c'est que tu fais plein de choses. Ouais. Tu vois, c'est qu'en fait, tu peux te faire un projet boom bap en entier, et puis après tu vas faire un truc électro, après tu vas faire la two-step, après tu vas faire la trap, et tu vas être chaud à chaque fois. Exact. Mais du coup, c'est une force parce qu'on sent que tu as toujours ce truc de vouloir explorer, mais il y a aussi ce truc-là, on peut se dire, qu'est-ce qu'il fait exactement? Ouais, c'est parti. Est-ce que ça te vient de là, tu penses, peut-être de tes parents qui t'ont donné cette culture-là un peu large et d'avoir peut-être envie de tenter plein de choses? Et bah, c'est ce truc, en fait, aussi, tu vois, même avant le skate, genre quand je faisais du foot en club, et bah, j'étais déjà chelou. Tu sais, genre en mode, j'étais plus attiré par le football freestyle. Tu vois ce que je dis, c'est déjà des foot freestyle et tout, les trucs Joga Bonito. Il y avait un collectif en France qui s'appelait Comball. J'avais acheté le DVD, je faisais justement des trucs freestyle. J'étais déjà en fait en essayant d'inventer des tricks un peu à moi-même, tu vois. Donc c'est un peu ce truc de... T'étais là pour le spectacle déjà, en fait. Voilà. Il y a un truc comme ça. C'est ça, c'est le truc vraiment mettre cérémonie et essayer de... Genre, t'as vu, vas-y. Genre, j'aime pas m'ennuyer. Tu sais, genre, si je me lasse vite, c'est pas que je me lasse vite, mais dès que j'ai ridé un truc, je veux varier, tu vois, un peu, genre... Genre, voilà, là, je fais du boom bap, après, vas-y, un peu de two-step. Après, vas-y, je vais tester un peu des sons afro. En fait, j'aime bien avoir plusieurs panels. Un peu dancehall aussi. Des dancehall. En fait, aussi, dès que je kiffe, j'y vais. Je me mets pas de barrière. Ah ouais, est-ce qu'ils vont prendre ça pour de la Zumba? Ah ouais. Tu vois, genre, dès qu'il y a un délire que je kiffe, je teste, tu vois. Est-ce que tu penses que, pour le coup, pour une partie du public, ça a pu être un moment, un problème? En mode, bien sûr. Tu vois, en fait, on pensait qu'il était là. Mais après, il est là. Mais en fait, il est là aussi. Tu vois, est-ce que des fois, tu penses que ça peut être compliqué pour le public? Bien sûr, parce qu'après, j'ai eu des choix aussi de sons qui, forcément,
connotait pas forcément avec le public que j'avais actuellement. Tu vois. Oui, c'est ça. Surtout que moi, je viens d'une vague de gens, entre guillemets, de kickers, de barsmen, tu vois. Exactement, ouais. Et c'est ça. Et c'est que aussi, genre, quand je suis parti dans ce truc trap, j'étais plus trop dans le truc de multisyllabiques, bars et tout. On était vraiment dans le truc, l'énergie et tout. Complètement. Et après, il y a eu ce retour, tu vois, un peu genre en mode... après, justement, l'extrême tour où je me suis dit, vas-y, je vais plus me concentrer sur l'écriture aussi. Et c'est pour ça que j'ai refait du boom bap, des drumless et tout, pour aussi replonger dans la plume. Mais en fait, ouais, c'est ça, j'aime bien varier. Je pense que moi, quand je te découvre, on commence aussi un peu à parler de rap suisse, rap de Genève, voilà, etc. Exact. C'est quoi les inspirations que vous avez, vous, là-bas? Et ben, en gros, en vrai, les gens, ils savent pas, mais le rap suisse, ça a commencé super tôt, t'as vu? Genre, ça, je dirais dans les années 80, 90. Et moi, en fait, les premières gifs que je me prends, c'est un peu genre... c'était un groupe de rap qui venait de Genève, s'appelait Les Petits Boss. Oui, on a beaucoup parlé de ce groupe. Ouais. Et il y avait Double Pacte aussi à Lausanne. Ouais. Et en fait, eux, c'était un peu les premiers mecs qui faisaient les moves, je dirais, dans les années 2000, dans les mixtapes de Cut Killer et tout. Genre, les petits boss ici, dans Arsenal Records, c'est le label de la Clica et tout. Donc, c'est les premiers liens avec la France. C'est ça. Il y a des morceaux Petit Boss, Chaim dans le truc. Genre, je vois des... Ouais. Donc, il y a de ça aussi, tu vois. Genre, il y a grave ça qui m'a inspiré. Et après aussi, il y a nos grands. Genre, je dirais Mam, tu vois. Bien sûr. Mam, qui est un gars, justement, avec son groupe, qui a graffé des choses aussi un peu dans le délire quinri. Tu vois, c'est parce qu'aussi les jeunes noirs, on aime bien aussi... Vous avez un truc plus décomplexé, je pense, par rapport aux States qu'en France. Tu vois, il y a un truc plus quinri, tu vois. Et gros, un Mam, à 22 ans, il part à New York, dans le Queens, il fait des prods pour G-Unit. Il revient à Genève après, tu vois. Ouais. Donc, nous, après, on a un grand comme ça. On se dit, waouh, tu vois. Ouais, c'est clair. Genre, il est en mode Deep Set et tout, Double Goose. Ouais. Donc, il y a tout ça, tu vois. Et après, il y avait un groupe qui s'appelait Marécage Street. Ok. Donc, eux, c'était un groupe plus rap français, mais qui expliquait vraiment la réalité genevoise. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Et genre, en mode qui expliquait, genre, le train de vie des Genevois, tu vois. Genre, ça peut dire, je crois, même les origines, genre les Albanais, les Somaliens, les Latinos. C'est une grosse communauté albanaise en Suisse. C'est ça. Il y a plus d'Albanais que d'Algériens en Suisse. Ouais. Il y a plus de Latinos que de Rebeux en Suisse. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, moi, genre, j'ai vraiment un mec dans une classe d'école, genre, il y a un Arabe, il y a un Brésilien, il y a un Péruvien, il y a un Albanais, il y a un Somalien. Mais ça a joué aussi sur toi. Et c'est ça, sur toutes mes influences. C'est pour ça, quand je te dis, je vais faire des trucs un peu latino ou baile funk, c'est parce que j'ai grandi vraiment dans un quartier où, genre, tu sais, genre dans un bat, il y a toutes les origines. Ouais. Et même le Suisse, il est avec nous. Ouais. Ça, c'est pas en mode... oui. Genre par secteur. Par communauté dans un secteur. Non, en vrai, on était tous mélangés. Okay. Et du coup, il y a ce truc-là. Okay. Donc, je pense que c'est ça aussi qui a permis aussi qu'on soit décomplexé. Et après toute cette folie dans les sons et tout, tu vois. Okay. Et en fait, bah voilà, dès qu'il y a eu ce truc où genre, je suis parti en Suisse, de la Suisse, quand je suis parti à Paris, il y a vraiment ce truc de revanchard en mode... on va ramener c'est à nous maintenant aussi. On va le ramener ce projecteur, on va le mettre sur la Suisse, tu vois ce que je veux dire? Et sur Genève surtout, essentiellement. Ouais, bien sûr. Et Lausanne aussi. Tu vois, il y a un peu une petite concu Lausanne-Genève, mais aussi Lausanne aussi, tu vois ce que je veux dire? En vrai, la Suisse, je pense, ça va prendre du temps, mais on va y arriver, tu vois ce que je veux dire? Tu sais, les Belges, ils ont eu un run un peu plus rapide que nous, mais je pense que la Suisse, on doit vraiment prendre notre temps et, tu vois, chacun son étoile, prendre son mal en patience, et je pense que tout le monde va être épanoui et qu'on va tous y arriver, tu vois ce que je veux dire? Même si, justement, en France, on est un peu les petits Suisses, les gens aussi, ils pensent qu'on est des riches. C'est vrai, il y a ces fantasmes-là sur les Suisses. Ouais, et moi, si je te dis la vérité, frérot, moi, j'ai grandi dans un appartement avec mes parents, mec. Ma mère, elle travaillait pas. Mon père, tu vois, aide sociale. Frigo vide, j'ai connu. Tu connais? Oui, tout le monde n'est pas richissime en Suisse. Voilà, c'est ça. Et surtout qu'il faut te dire qu'à Genève, en Suisse en général, on n'est que des premières générations. Tu vois ce que je veux dire? Il y a beaucoup de requérants d'asile. Beaucoup de gens qui viennent des guerres. Tu vois ce que je veux dire? Genre, les Albanais, ils sont venus via la guerre. Les Somaliens, ils sont venus via aussi la guerre, tu vois, en fait. Et c'est que des gens qui savent d'où ils viennent et qui parlent aussi la langue de chez eux et qui ont des vraies valeurs aussi, tu vois ce que je veux dire? Et qui connaissent aussi la valeur des choses. Donc, en vrai, les gens avec qui j'ai grandi, c'est pas des fils de riches, tu vois ce que je veux dire? C'est des gens, ils ont conscience de... Mais est-ce qu'il y avait ce truc-là de côtoyer aussi les fils de riches et en même temps, enfin, vous étiez ensemble ou... Eh ben, entre guillemets, franchement, mec, genre, on va dire quoi, les millionnaires, les riches, là, moi, je les voyais pas. Je sais pas où ils sont. Et encore au jour d'aujourd'hui, je sais pas où ils sont, tu vois ce que je veux dire? Mais je pense qu'il y a des gens qui ont des trains de vie un peu plus... Tu vois, c'est comme genre, je sais pas, toi, t'es rebeu, t'es à la maison,
il n'y a pas de biscuits à la maison. Et tu vois, chez ton pote Kevin, il a tous les biscuits, tu vois. C'est un peu ce genre de délire-là, tu vois. Mais voilà. Mais en vrai, mes parents, ils ont fait le taf. J'ai toujours à boire et à manger. Toujours eu des habits. Donc, voilà. On va pas se plaindre. Des habits aussi beaux que ceux-là aujourd'hui? Ah, non. non, ma mère, elle aimait bien acheter du faux, tu connais. Normal. Oui, tu connais. Faux training Adidas. Exactement. Après, quand je revenais du bled, tu connais, le faux, il marchait bien. Oui, bien sûr. Évidemment. On en parlait en antenne, tu as fait énormément de collaborations depuis qu'on te connaît. Mais en fait, on comprend que dans ton parcours, tu as toujours en fait rappé avec les autres. Est-ce que c'est un peu ça, toi, ton ADN, en fait? J'ai l'impression que t'es pas un rappeur solo, en fait. Enfin, t'as une carrière solo, mais j'ai l'impression que tu kiffes partager le truc. Le truc, c'est que tu vois, je vais te dire un délire, c'est que moi, j'aime bien ce délire de colonie de vacances. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai fait des tournées où je pars tout seul, je suis juste avec mon DJ, mon manager. Bah, c'est pas la même. Ouais. Tu vois, quand tu pars avec un groupe, il y a tout ce délire en mode, c'est des souvenirs de vacances, des trucs de fou. Et je crois que c'est ce délire-là, tu vois. Genre, s'amuser avec les copains. Tu vois ce que je veux dire? T'aimes célébrer. Mais oui, c'est ça. Toi qui as rappé avec plein de gens, avec qui, pour toi, c'est le plus simple de rapper? Slim. Ça reste lui. Ah oui. Ok. Oui. Genre vous comprenez trop bien et... Tu vois, les flows, ils vont tout seuls des fois. Genre, je sais déjà le flow qu'il va faire après. Il sait déjà. Donc, tu vois, genre dans Slim, je pense qu'on est les plus compatibles, je te jure. Le premier truc qu'on dit, je pense, de vous, et pareil, ça peut aussi... Je trouve que vous avez presque les défauts de vos qualités. C'est qu'en fait, on dit, c'est les meilleurs sur scène. Je me souviens, je l'ai déjà dit ici. Roger, une fois, il avait dit dans une interview, il a dit les meilleurs rappeurs sur scène au monde, c'est Travis Scott, et Jimmy Slimka et Makala, tu vois. En gros, il avait dit ça. Et c'est vrai que quand on vous a déjà vu, voilà, c'est un truc que vous maîtrisez depuis le début, depuis la maroquinerie jusque voilà. Et d'où ça vient ce truc-là et pourquoi c'est aussi important pour vous de maîtriser ce truc-là? Le fait que on a été connus sur scène avant les réseaux et tout. Tu vois, là, il y a plein de rappeurs, genre, je sais pas, ils peuvent commencer le rap même dans leur chambre. Bien sûr. Et se retrouver sur scène directement. Ça arrive souvent, d'ailleurs, malheureusement. En fait, là, ce qu'on a fait un peu avec Extreme Boys, c'est qu'on allait comme à l'ancienne, en fait. Ouais, comme à l'ancienne, tout simplement. C'est que vraiment, on allait fidéliser les gens de salle en salle. Avant de sortir des albums, avant de sortir des albums ou des clips ou genre... Et il y a vraiment ce truc-là, tu vois. Genre, moi, je reçois des messages, ouais, mec, j'avais 13 ans, mec, maintenant je fais du rap et tout, je fais de la scène et tout, m'a grave inspiré. Je reçois grave des messages, un peu comme NTM, genre quand les mecs, ils ont 50 ans, ils vont voir NTM, ils les avaient vus à 16 ans. Et tu sais, ils vont aller à Bercy, ils vont se refaire un NTM flashback, tu vois. Complètement, Mais il y a ce délire-là aussi, je pense. Et comment t'as maîtrisé la scène? Ben, moi, en fait, genre, vu que je fais ça depuis petit, en fait, déjà, le mec qui faisait après la partie des Sages Po, il m'avait bien coaché, tu vois. Genre, il me disait déjà de rapper fort. Genre, je faisais des exercices, genre, il me disait de mettre un stylo dans la bouche, rapper, pour articuler. À 14 piges, tu faisais ça? Ouais. Ok. Et genre, ouais, c'était ça, je mettais un stylo et je rappais justement pour mieux articuler et rapper fort. Il me disait, c'est important de rapper fort, faut que les gens ils t'entendent. Ça sert à rien de rapper dans sa barbe, il me disait. Faut vraiment, et c'est pour ça. Et moi, je rappais beaucoup dehors aussi. Oui, donc il fallait qu'on t'entende. Voilà, ça veut dire que quand il y avait des rassemblements, tu vois ce que je veux dire, tu viens dans le cercle, il faut que tu rappes fort. Donc c'était ce truc-là surtout. Et je pense que dès le début, tu as eu ce truc. Donc c'est naturel pour toi de brûler une scène qui est 20 personnes ou 5000 en fait. Ou un Bercy. Tu vois. C'est ouf ça, parce que tu vois, je me rends compte aussi, c'est intéressant ce que tu dis sur le fait de vous d'avoir commencé par la scène avant de commencer par les morceaux, parce que aujourd'hui, je pense qu'il y a, et c'est même pas une critique, c'est juste réel, il y a plein d'artistes qui, tu vois, ont encore jamais fait de scène et ils se retrouvent à avoir un morceau qui pète ou un album qui pète et ils se retrouvent à faire des zéniths ou des Bercy et ils sont pas prêts encore, tu vois, et ça doit être dur de ouf, tu vois, quand t'as jamais fait de scène, tu te retrouves face à 10 000 personnes, tu vois. Et vous avez fait le travail comme des rappeurs des années 90 qui faisaient des freestyles et des scènes et avant de sortir un album un jour, tu vois. Et tu vois, en vrai, ça aussi je voulais le dire un peu, c'est le skate. Il y a ce truc performance où genre j'étais passionné, je faisais des compétitions de skate. Et du coup, il y avait ce truc où genre je prenais des trains, j'allais à Marseille faire une compète de skate, j'allais à Zurich. Et en fait, quand j'ai, entre guillemets, switché, j'ai dit je vais faire la même chose avec le rap. Peu importe si je vais dormir chez un pote, je vais aller, je sais pas, il y avait un contest de rap à Lyon, je vais y aller. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, c'est vraiment comme ça que j'ai battu le fer. Et quand j'ai eu ma période à Paris, je faisais que ça. Genre, j'entendais un dégaine ton style là-bas, j'y vais. Je me rappelle, il y avait un tournoi de rap dans le 9-1. Pareil, j'avais 15 ans. Ça s'appelait Viri Pop Contest. Et c'était mon gars Dandiguel, je pense que tu connais. Bien sûr. C'était mon gars Dandiguel, il m'a dit, venez les gars, je pense que ce serait bien et tout. Je vais là-bas, je gagne contre des trentenaires, tu vois. Et les juges, c'est des mecs de dégaine ton style, d'Apro, des légendes de... Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ces trucs-là, en fait.
Et c'est ce truc-là qui se retrouve plus trop. Je pense que c'est un peu has-been maintenant, tu vois ce que je veux dire? Genre, mais il y a un côté fou du bus, je pense. Mais quand t'es là et que tu fais le mec de freestyle, ça fait un peu. Ouais, voilà, c'est ça. Tranquille. C'est pour ça que je te disais que j'étais un fou du bus à l'ancienne. Ouais, je comprends. Et t'es encore chaud en skate ou pas? De temps en temps, tu connais. Ouais. Mais encore ce truc-là où c'est. Ouais. En vrai, je me balade beaucoup en skate, j'aime bien. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Mais après, quand je me mets des sessions, je vais dire quoi, 2-3 fois dans l'année, je vais me mettre des bonnes sessions et tout. Mais en fait, déjà, les skateurs, ils m'ont grave aidé aussi au fur et à mesure de ma carrière. Tu vois ce que je veux dire? C'est que j'ai un Natas 3000. Ouais. En fait, je le connais du skate. Okay. Genre, on faisait du skate ensemble et il m'a dit, mais qui est un clipper, c'est ça, pour que les gens. Shot by Natas, pour ceux qui connaissent. Et de base, moi, je connais du skate. Il m'a dit, mais gros, viens, on teste de faire un clip. Ok. Et bah, de là, on fait Rothschild, Shotaguan, Focus. Focus, ouais. Et genre, même l'histoire de Focus, elle est insane. Genre, je suis à Genève, j'ai pas de studio pour rec. Je suis là, bon, comment je vais faire et tout. Et je sais que j'ai le son, j'ai la prod, mais genre, les textes, ils étaient déjà là depuis, le refrain et tout. Je dis, vas-y, tu sais quoi? Je vais aller à Paris. Donc, vraiment, hein, c'est ça l'histoire. Je fraude le train, je vais à Montreuil, là, chez les mecs de Goldstein et tout. Ouais. Et je dis à Natas, rejoins-moi directement à Goldstein, parce qu'il était à Paris. Du coup, je prends le train, j'arrive à Gare de Lyon, j'y vais à Montreuil, je règle le truc, Natas, il est là, on clip direct. Et on clip, le lendemain, on clip, le jour d'après, on clip, 2 jours après, il sort. Et genre. Et ça devient ton morceau phare, en tout cas. Et le morceau qui change ma vie, littéralement. Ouais. Et en plus, c'était vraiment une période où j'étais dos au mur, tu vois. Genre, j'étais là, j'avais même financièrement, c'était dur, mes parents, c'était dur. Ok. C'était vraiment dur. Et en fait, j'étais là, bah vas-y, frère, je tente un dernier coup. Sinon, je vais revenir dans. J'étais vraiment dans ce truc où, vas-y, je reviens sinon dans la vie. Ouais, la vie normale, la vie active, entre guillemets. Quoi, tu vois ce que je veux dire? Tu dis, qu'est-ce que ça change, justement? Ça change ta vie? Qu'est-ce que ça a changé concrètement à ce moment-là? Mais en fait, il y a eu un boom. Vraiment un boom. Gros, c'était. Ouais. Genre, en fait, j'ai vu là les demandes. Ouais. Et le truc, c'est. En fait, Colors, justement. Donc, le label suisse. Voilà. En fait, j'avais rec le morceau à Paris. Et ils m'ont dit. Et je leur ai fait écouter, c'était mon premier rendez-vous avec eux. Ils m'ont dit, mais frérot, je pense que tu devrais le re-rec. Tu vois, parce que le son, il était qualitativement, genre, il n'était pas encore optimal. Et Théo Lacroix, il me dit, non, franchement, je pense qu'il y a moyen que tu le re-rec et que tu. Le fameux Monsieur Lacroix. Voilà. Et c'est aussi grâce à lui que ce morceau, il est aussi comment dire, brillant en termes de mix, tu vois ce que je veux dire, qu'il est intemporel, tu vois. Et en fait, et c'est de là, en fait, quand il m'a fait Focus, j'étais là, bah vas-y les gars, je fonce avec vous. Et il y avait ce côté où il y avait Mac déjà. Bien sûr. Il y avait Varnish. Et du coup, j'ai dit, bah vas-y, je vais rejoindre les frérots. Ouais. C'était qui, toi, justement, quand tu te prends un peu toute cette boulimie de rap, les gens qui t'ont vraiment influencé, soit les artistes, soit les albums avec lesquels tu as grandi, qui t'ont construit? Parce que c'est vrai que tu cites Busta ou Zoxy, et ça me semblait évident. Tu vois, parce qu'ils ont ce côté, surtout Zox, tu vois, en vrai. Ouais, il a ça, Zox, tu vois. Le côté un peu presque Busta Rhymes à la française. Même un fréco, tu vois, un fréco dingue. Complètement, fréco, complètement. Est-ce que c'est eux? C'est vrai qu'il y a vachement de ça chez toi. Je m'étais jamais fait le lien, mais en fait, c'est un peu évident que c'est des mecs qui ont pu t'influencer, même si tu fais pas la même musique que tu. C'est ça. Et en fait, il y a ce côté-là. Après, je vais te dire quoi? Je vais te dire 4 consciences. Ok. Tu vois, genre SPM. SPM, bien sûr. Ouais. Genre tous ces albums, tu vois, genre, tu sais, rien que le fait de faire des albums sans insultes. Ouais. Genre, je sais pas comment t'expliquer, mais genre, il me faisait des textes, j'écoutais ses sons, il me mettait bien. Il y avait un truc spirituel. Ouais, spirituel et tout. Et en fait, c'était, un guide. Sa voix aussi. Sa voix, super, une voix douce. Ouais. Donc, un SPM, il a fait partie aussi de mes rappeurs préférés, tu vois. Un Émir, qui est un peu dans la même énergie que moi aussi, tu vois, un peu dans le délire. C'est vrai. Quand il arrive, il était une pile électrique comme moi, tu vois ce que je veux dire. Donc, un Émir. D'ailleurs, tu collabores avec Gros Mot. Exactement. Qui est pas Némir, bien sûr, mais qui est le binôme de Némir. Exactement. Et que même eux, je les ai rencontrés, c'était du 2013 à Lyon, un concert Kenaki Kid, tu vois. Ouais, ok. Oui, donc ça date. Donc, ouais. En fait, t'as vraiment construit un peu ton réseau de rappeurs à cette époque-là, en fait. Très tôt. Très tôt. Ok. Et bah voilà, tu vois, genre, je vois Némir sur scène, je dis, mais gros, il est trop fort, ce gars. Ouais. Et en fait, c'était rare aussi que je te dis la vérité que en France, on mettait une gifle sur scène. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Genre, franchement, un Émir sur scène, genre, j'étais très choqué. Chaud. Ouais. Je veux dire quoi? Sayan Soupacrou, bien sûr. L'exemple, tu vois, même le truc d'extrême, je pense qu'on est aussi un peu une new wave de Sayan Soupacrou sur scène, tu vois, le Super Wack ou quoi, tu vois. Mais ouais, c'est ça, c'est ce truc de scène. Et même, je veux dire quoi, l'entourage aussi sur scène, il a bossé ça, tu vois. Je suis obligé de poser une question relou. Dis-moi mon sang. Extreme Boys, il n'y aura jamais de... C'est fini, c'est une époque.
Parce qu'il y avait eu un morceau, je me souviens, d'ailleurs qu'on avait même diffusé sur OKLM Radio à l'époque. Je viens d'avoir un flash là, tu vois, en parlant avec toi. Le Dépêche Mode. Exactement. Il y avait un clip d'ailleurs qui a explosé. Ça. Ouais. Et les gens, je pense en plus à cette époque-là, il y avait vraiment un truc où... Il y avait une attente, clairement. De ouf. Et je Pourquoi pense que ça n'a pas eu lieu? Parce que c'était peut-être même jamais d'actualité pour vous, peut-être dans votre tête. Et bah en vrai, on se le disait qu'il fallait qu'on le fasse. Mais on était... En fait, le truc, c'est que la tournée Extreme Tour, elle a duré 4 ans, frère. Ouais, j'avoue. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça veut dire qu'une gros, on était dans une fast life de genre, ça rentre lundi, mardi, mercredi, on repart. C'était votre vie, ça. Voilà, tu vois, pendant 4 ans, on était tête dans le guidon et on se rendait pas forcément compte. Et aussi, on était dans nos runs. Solo. C'est-à-dire Makala, tu vois, il sort la clé, il sort Varigné, nanana. Slimka, il est dans les Nobad, moi je suis dans les Focus 1, Focus 2. Ouais. Donc on est dans ces runs-là. Mais c'est vrai que on y a pensé, mais jamais sérieusement. Aussi, quand même. On a fait 2-3 sessions, tu vois. Mais on n'a jamais concrétisé le truc. Tu vois ce que je veux dire? Bon, là, on commence à avoir genre la trentaine et tout. On est dans un délire où on n'est pas des loups solitaires, mais on est toujours en... C'est plus la même vie. Forcément, vous êtes plus tout le temps ensemble. Tout le monde a des responsabilités et tout. Mais je pense que, ouais, il y a ce truc de meute où, genre, ça va trop vite. Ouais. Donc, mais c'était une époque, en tout cas. C'est vrai que c'est... Justement, tu as dit un truc, je voulais qu'on en parle aussi, parce que tu as dit, la trentaine, tu vas avoir 30 ans en juin, si je ne dis pas de bêtises. Et je trouve que sur le projet donc, qui sort là, il y a aussi ça. C'est-à-dire qu'à un moment, tu dis je vais me comporter en homme comme Baba. T'as cette phase-là. Et puis, il y a même un truc parfois plus... C'est un projet que je trouve très ensoleillé, mais dans les thèmes, il y a un truc, c'est pas uniquement de la célébration. Et l'image que les gens vont avoir de Dimé, qui est déjà un peu erronée, parce que c'est pas que ça. Mais tu vois, le truc un peu limite punk, vas-y. Tu vois, en fait, c'est pas ça ce projet. Tu vois. Et il y a un truc un peu plus posé, réfléchi. Tu parles un peu d'hygiène de vie, tu vois, je prends soin de ma santé. Tu sais, on sent qu'il y a des choses qui ont changé. Il y avait un peu ce côté, Dimé, c'est un jeune fougueux. C'est un jeune fêtard fougueux, tu vois. Genre, est-ce que c'était plus ça maintenant? Maintenant, c'est plus ça. Parce que forcément, en fait, il y a la vie, il y a des choses qui se sont passées dans ma vie. T'as capté, genre, je vais dire la vérité. En vrai, quand il y a eu ce run-là avec Extreme Tour, il y a le Covid qui arrive. Tu vois, il y a le Covid. Et en fait, genre, j'arrive dans un truc où, genre, je m'entends... On est plus forcément sur la même longueur d'onde qu'avec Colors, pas avec mon groupe, mais plus avec Colors. Donc, je suis dans un truc où peut-être je me dis, je vais reprendre un virage à 360, tu vois. Donc, vas-y, je prends ce virage-là. Vas-y, je signe un truc à Paris. Donc, je teste, tu vois. Bien sûr. Et en vrai, il y a un truc où, genre, j'ai fait plein d'erreurs aussi dans ma carrière, mais tu sais, je me considère un peu comme le crash test de la Suisse, tu vois. Genre, je suis arrivé... Tu vois, j'ai fait toutes mes erreurs naïvement ou pas, tu vois. Il y a des trucs que je regrette, et en vrai, je regrette rien, mais tu vois, il y a des trucs que j'aurais pu faire mieux. Et en fait, il y a ce run-là, nanana, et le Covid, il arrive brutal, tu vois. Boum, Covid, il y a la perte de Népal, qui me met vraiment un trauma, parce que en vrai, c'était vraiment un de mes mentors. Genre, dans mon projet Reste Calme, c'est lui qui me rec avec Sheldon, c'est lui qui me fait mon clip Ils se branlent tous. C'est lui qui me dit, gros, fais des prods. Tu vois, en vrai, il y avait vraiment ce truc-là. Il était beaucoup plus important dans ta vie que ce qu'on savait, nous, parce qu'on ne vous voyait pas tout le temps ensemble. Mais en vrai, c'était super important. Et c'était super important. Et en vrai, moi, ça m'a mis un trauma parce que c'était la première fois que je perdais un proche. Genre, un proche avec qui je bats le fer, tu vois. Et en vrai, ça m'a mis un gros down. Ça fait que, gros, j'ai une prise de poids aussi, tu vois. Genre, je suis plus... Genre, j'ai eu une prise de poids, j'ai eu... il y a eu un moment, en tout cas, plus compliqué. Voilà, très compliqué. Il y a eu mon opération à la gorge. Ça, c'était un peu avant, c'est ça, C'était justement un peu avant. Donc, en fait, j'enchaîne vraiment de l'opération à la gorge au Covid, la perte de mon ami. Et en fait, je suis dans un truc où, genre, je me rends compte que de mes 15 ans à mes 22, 23, genre, ma petite sœur, je l'ai pas vue grandir. Tu vois ce que je veux dire? Je reviens, je dis, ah ouais, mais... il s'est passé quoi ces 8 dernières années, tu vois. Et il y a tout un truc où je vois mes parents, où je suis là... Bon, peut-être que je vais un peu mettre le frein et m'occuper des choses essentielles, tu vois. Parce que, je pense que la passion, à un moment, elle a pris le dessus. Et il y avait que ça. Et c'était même peut-être toxique. Tu vois ce que je veux dire? Il y avait un truc où, genre... c'était un amour toxique, tu vois. Parce qu'en plus, t'es jamais rassasié par la... Enfin, toujours de nouveaux objectifs. Toujours plus. T'es jamais calme. C'est ça. Et tu sais, un peu ce délire de carriériste... Genre, là, comme on peut voir, même, gros, rien n'est acquis. Tu vois, tu peux réussir tout ce que tu veux et le lendemain, tu peux partir. Bien sûr. Et donc, il y a ce truc-là où, genre, vraiment, je mets un frein. Genre, je me stabilise. Voilà, tu vois, même, j'avais laissé
toute mon administrative de côté, tu vois, j'avais délaissé. Je dirais, vas-y, quand je serai au top, je vais régler les trucs et tout. Mais en fait, non. Il n'y a pas de moment, il faut le faire, en fait. Ouais, tu bien vois. sûr. Donc, j'ai dû régler toute mon admin, me structurer aussi. Donc, il y a ce côté-là où, genre, vas-y, je suis resté à Genève, j'ai pris soin de ma famille, j'ai pris soin de moi. Et j'essaie aussi de gérer entre santé physique et santé mentale, tu vois, parce que, en fait, on ne se rend pas compte, mais la musique, ça impacte beaucoup mentalement aussi les gens, tu vois. Ouais. Donc, il y a tout ce côté-là. Et après, par la suite, on remonte la pente, tu vois, il y a toujours des signaux. Et moi, en vrai, j'aime bien me dire que, vas-y, chaque opportunité, en fait, j'aimerais me tourner vers cette opportunité de la meilleure des manières. Ouais, ok. C'est parce que des fois, je sais pas, tu peux avoir le blues, et genre, il y a une opportunité qui vient, T'y vas, mais tu vas pas l'aborder de la bonne manière. Ouais. Parce que t'es blasé, donc tu dis, ouais, je vais le faire, mais en fait, il faut... Ouais, je comprends. C'est tout un mood à être. C'est une fois que si toi tu te sens mieux, forcément tu prends pas les choses de la même manière. Voilà, c'est ça. Ouais. Ok. Et du coup, il y a tout ça, quoi. Et en vrai, là, j'ai pu structurer, j'ai fait mon label, mon asso, j'ai monté mon studio. Ton studio aussi. Voilà, ouais. c'est ça. Donc, il y a tout ça, quoi. Là, sur ce projet, sur la cover de ce projet, c'est ta grand-mère, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. Est-ce que ta grand-mère, elle a joué un rôle dans cette nouvelle arc de ta vie, en fait, et peut-être le retour au bled aussi. D'ailleurs, je sais pas si c'était le Maroc ou l'Algérie. C'est le Maroc. Maroc, ouais, parce que j'ai perdu ma grand-mère en Algérie, mais en fait, ouais, c'est ça, en fait. C'est justement tout ce cheminement Covid, après Covid, au V3-1 que je fais en Indé. Ouais. Non, que je fais avec Grand Management. Après, justement, je me libère de Grand Management, je pars en Indé, je fais au V3-2. Ouais. Et donc, au V3-2, c'est un peu un premier projet que je travaille tout seul en Indé. Tu sais, je upload les tracks moi-même, tune corps, je fais les vinyles, je fais mon merch, je fais tout. Et donc là, je capte un peu l'arc indé, tu vois. Je vais pas cracher dans la soupe, mais c'est bien aussi d'avoir une équipe avec les gens. Tu vois, leurs grands, ils m'avaient aidé de fou. Mais on se rend pas forcément compte. Quand t'es artiste, tu te rends pas compte du travail qu'il y a aussi dans les structures. Bien sûr, ouais. Tu sais, genre... Et du coup, il y a ce truc-là où, genre, je suis là, et ma mère, elle va pas forcément bien. Donc, elle a un peu, justement, truc de, tu vois, d'être en Suisse. Elle a pas sa famille. Genre, elle était toute seule. Toutes ses sœurs, elles sont au Maroc, sa grand-mère, hein. Donc, il y a un truc où je dis, vas-y, maman, il faut que tu repartes au bled et tout. Donc, vas-y, on fait le truc. Je la ramène au bled. Elle reste 1 an, tu vois. Donc, je vais la voir. Et même moi, en fait, comme je te dis, la carrière musicale, elle a tellement empiété que, genre, même ma grand-mère, ça faisait 8 ans, je ne l'avais pas vue. Donc, et il y a tout ce retour aux sources. Qui t'a fait. Qui fait bien. Que, genre, je suis là, je suis avec ma grand-mère. En fait, je me souviens du quartier de ma grand-mère, parce que j'avais fait l'école aussi publique au Maroc quand j'étais petit. J'avais fait 2 ans. Donc t'as des souvenirs là-bas, mais tu les avais oubliés presque. Tu vois, je revois des trucs, et en fait, quand t'es petit, tu les vois, ils sont immenses, et là, tu vois, c'est tout petit. Ouais. Et du coup, à ce truc-là, je vais justement voir la terre de mes ancêtres avec ma grand-mère. Je vais prier avec elle. Je suis dans un truc où, genre, j'ai vraiment un réel retour aux sources, où je me dis, en fait, l'essentiel, c'est la famille. C'est bien la musique, c'est bien, tu vois, genre l'ego, la carrière, la fashion, ou tout ce que tu veux. Il y a forcément un moment, je pense, où t'en reviens un peu. C'est ça. Tu vois, parce que tu dis, c'est cool, mais il y a forcément, je pense, quand tu cours toujours après quelque chose comme ça, un moment où tu trouves ça toxique. Ouais. Tu vois. Même si t'es en réussite, même si, tu vois, tu peux pas vivre que de ça. Tu peux pas te nourrir que de ça. Il y a une anxiété aussi qui... Ouais, tu vois, exactement. Tu vois ce que je veux dire? Et il y a ce truc où, genre, même, je vois un peu, genre... je vois... Tous les frères qui font de la musique, je vois un peu les gens, comment ils mènent leur vie. Tu vois, je vais dire, je sais pas, un Hugo Boss. Tu vois, le mec, il a son noyau, il sort ses trucs tout seul et tout, mais je veux dire en mode, tu vois, il a son noyau, il a son truc, genre un demi-portion, tu vois. Ou un Nino. Un Nino, c'est... Bien sûr. C'est direct une grosse charge mentale. Mais il y a des rappeurs qui vivent leur vie. Ils sont heureux avec... pas le moindre, mais... avec beaucoup moins de succès. Et raisonnablement, tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, j'étais là, mais c'est quoi, en fait, la balance? Qu'est-ce que tu cherches? Est-ce que je veux faire des Bercy, des Stades de France comme Jul? Ou est-ce que juste je veux créer mon petit cocon, mon noyau avec le public qui m'aime et, tu vois, genre, kiffer et faire la musique avec les copains? Donc, tu vois, le choix, il est pas difficile, entre guillemets, mais... Non, mais si, c'est des dilemmes, parce qu'en plus, je pense que quand tu fais ce que tu fais, j'imagine qu'il y a aussi une envie de briller, c'est normal, tu vois. Et t'es bon sur scène, les gens. Donc, forcément, il y a ce truc-là où. C'est quoi l'objectif, en fait, tu vois. Et c'est quoi la limite, tu vois. Moi, je me souviens c'est Orelsan sur La Fête est finie qui dit quand est-ce que ça s'arrête. Je pense que même lui, qui a rempli, je pense, à peu près tous les trucs que tu peux. Il a fini le jeu, tu vois. Mais en fait, est-ce qu'il a fini le jeu dans sa tête, tu vois? Est-ce qu'il s'est vraiment arrêté? Est-ce qu'il a pas encore de. Je sais pas, moi, je pense qu'il. Tu vois, t'as toujours des envies de plus, tu vois. C'est ça, c'est du coup compliqué. Donc, c'est important de savoir freiner, je pense, des fois. C'est ça. Et c'est pour ça qu'en vrai, genre, même si la France, j'ai fait quand même le tour
globalement. Je dis pas en solo ou quoi, où j'ai fait des grosses salles ou quoi, mais j'ai quand même fait le tour, j'ai fait toute la France et tout, donc je vois un peu, et c'est pour ça que là, je suis dans une période où, genre, j'ai fait une tournée en Allemagne avec un rappeur qui s'appelle Blade, super fort, donc là, ça m'a ouvert un nouvel arc, tu vois, je suis avec des Allemands et tout, je vois comment ils taffent et tout, je taffe avec eux, je fais des sessions stud, je vais au Maroc, je travaille avec mon gars Smolix, qui est vraiment mon binôme du Maroc. Trop chaud, Lui, je le vois vraiment comme mon frère Népal, tu vois. Il m'a ouvert la porte au Maroc, il m'a accueilli, ils m'ont tous accueilli les bras ouverts. Et même, ça me donne d'autres inspi, tu vois. Et c'est comme ça, Canada, avec les frérots, tu vois. Bien sûr. Mais après, genre, cet arc international, je le kiffe, tu vois. Mais j'ai quand même envie de... Mon rêve de gosse, c'est quand même faire du rap français et de finir la mission que j'ai à faire et tu t'as capté. Ouais. T'oublies pas ça. Voilà. Okay. Et là, c'est pour ça que j'essaie de vraiment aussi... Les gens, je sais que j'étais beaucoup en relief aussi sur mes textes. Genre, les gens, ils savent pas vraiment qui je suis au fond de moi. Là, sur ce projet, je trouve que ça change. Tu commences en tout cas à donner plus de toi. T'es plus âgé aussi, forcément. C'est ça, je suis plus âgé. Après, dans ce projet-là, comme je t'ai dit, c'est un petit EP, Summer, tout ça, mais j'ai essayé de quand même montrer la couleur. En fait, ça, c'est des trucs que j'ai emmagasinés depuis. Mais je pense que ce sera plus pour le après. Okay. Ils vont voir vraiment la réalité de tout ce que j'ai vécu. Mais en vrai, il faut vraiment que déjà je sache qui je suis et que mes auditeurs me comprennent, tu vois. Ouais. Là, tu vois, tu parles de cette EP, c'est vrai qu'il y a un truc, on l'a dit, ensoleillé, et il y a aussi toujours ce truc de volonté d'aller, quand même de mettre des contre-pieds, tu vois, genre l'intro, ça part en prod électro à la fin, tu vois, et puis il y a de la two-step. Et moi, je kiffe ça. Je suis pas du tout un connaisseur, je t'avoue que moi, je pense que le rappeur qui m'a amené vers ça, c'est Keukra, en France, tu vois, qui pour moi, bref, est trop chaud, tu vois. Et t'invites Stony, qui en fait très bien aussi, tu vois, même dans sa musique et tout. Madman aussi, c'est la two-step. Comment toi, tu découvres un peu ce genre-là? Parce que je crois aussi, toi, que tu t'es buté aussi même à la musique anglaise globalement, enfin, que t'as cette culture-là aussi. Ça. Donc comment ça arrive, toi, dans ta vie? Et ben en vrai, ça arrive, je crois, avec des films anglais quand j'étais petit, tu vois. Je crois qu'il y a un film qui s'appelle Shank, j'ai plus le nom. C'est des films un peu banlieusards anglais. Où genre dans le film, je sais pas, il y a une rave party où il y a Tempati qui pose, tu vois. Ou genre un Scruffizer. Où c'est vraiment toutes ces bagues aussi de drum and bass, grime, UK, tu vois. Et c'est là, en fait, je me prends des baffes sur surtout des freestyle radio. Ou même des General Levy. Tu vois, les sons un peu jungle, tu vois. Donc c'est tout ce truc-là où genre... moi aussi, j'écoutais beaucoup aussi de dancehall jamaïcaine. Ça se voit, ça s'entend. Il y a beaucoup d'MC, en fait. Tout ce truc-là de MC performeur qui m'a toujours plu depuis que je suis petit. Et j'ai toujours eu des références ou des flows un peu loufoques qui reviennent dans ça, tu vois ce que je veux dire. Et je pense que même un Busta Rhymes, il aussi, s'est inspiré grave de la musique. Sûr. Tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est dans ce truc-là d'explosivité. Et là, en fait, quand j'étais en Allemagne, le gars Blade, il fait essentiellement de la musique grime. Donc... c'est là où je plonge et il me dit mais moi c'est un peu grime mais old school, t'as capté. Du coup je plonge dans le truc, je dis ah ouais putain mais ça fait longtemps ça, mais je kiffe de fou. Et du coup on commence à faire des sons comme ça. Après je reviens, je capte les gens d'industrie, je dis les gars là je suis dans un arc grime, venez on fait de la... Et du coup Renard et Epec ils me disent bah vas-y viens on teste et on fait Madman. Et du coup après il y a le son avec Stony, tu vois. Je suis en truc two-step, on est à Marseille, on fait une two-step ensoleillée. Donc tout est très instinctif quand même, j'ai l'impression chez toi. Est-ce que la suite, quand elle arrivera, mais ce sera toujours comme ça, ou tu penses justement que tu vas prendre un peu plus de temps pour te poser? Exactement. C'est que là, en gros, c'est un peu dans les voyages que je fais, où genre je laisse l'instinct parler. Mais tu vois, quand je suis à Genève dans mon studio, en fait, genre c'est là où genre je peux enfin exprimer un peu, genre mettre de mon cœur à l'ouvrage. Tu vois, quand je suis en voyage en studio, je vais pas forcément écrire ce que j'ai, tu vois, les trucs deep. Mais quand je me retrouve tout seul dans mon studio, je suis un peu comme un Reza, tu vois, là, il a son studio, il est là, il fait ses prods, tu vois, t'es tout seul, genre, t'es comme un peintre. Il est là, il peint. Donc, il y a ce côté-là. Et en vrai, il y a un truc aussi que je n'ai pas dit. En fait, j'ai été diagnostiqué TDAH. Donc, hyperactif. Bon, en vrai, c'est pas étonnant, mais... je voulais pas le dire, mais effectivement, je suis pas très surpris. T'as capté? Mais à ce côté-là où, genre, justement, moi, c'était vraiment une tare un peu. Genre, d'avoir ce truc-là avec moi, tu vois. Les gens, ils pensent que c'est une maladie à la mode et tout, mais en vrai, moi, tu vois, vraiment... genre, ma scolarité, j'étais en SECPA, j'étais en spécialisé. C'est-à-dire que j'ai pas fait le cursus normal des autres, tu vois. J'ai toujours été un peu à part, tu vois. Parce que t'étais
dissipé. Très dissipé, de la peine à me concentrer, éparpillé. Un peu comme ma musique, quoi. Non, mais en fait, oui, tout est lié. Et tu vois, genre là, j'ai été diagnostiqué il y a moins d'1 an. Ok. Et du coup, tu sais, je vais revoir mes carnets d'école, je vois, mais je dis, tu vois, tout a du sens, en fait. Tu vois, c'est ça. Mais en vrai, c'est ce côté TDAH qui est très impulsif. Donc, sans cette impulsivité, je pense que je serais même pas à cette table tu vois, en face de toi. Donc, c'est cette impulsivité qui m'a fait... C'est fou, tu vois. Ça, en vrai, c'est intéressant aussi parce que c'est un truc... Si t'es diagnostiqué TDAH genre à 10 ans, on va voir ça comme un échec, pas un échec, mais un truc grave. Waouh, mon enfant, il va pas pouvoir avoir la même vie que les autres. Et en fait, à bientôt 30 ans, c'est, je vais pas dire une chance, parce que j'imagine que ça a dû être compliqué pour toi, mais en tout cas, c'est ce qui te permet aussi de mener ta carrière. Tu vois. Donc c'est important quand même de dire que tu sais, il y a des trucs, en fait, c'est pas un obstacle, fatalement, tu vois. En fait, tout dépend de toi comment tu... Après, je te cache pas, j'aurais kiffé le savoir un peu avant temps, tu vois. Oui, ça, j'imagine. Mais en vrai, ce qui est bien, c'est que voilà, depuis que je sais, tu sais, là, je suis sous Concerta, Ritaline, et tu vois, je vois vraiment ma vie changer, tu vois. Genre, vraiment, de base, je sais pas, on va dire, c'est une chambre dérangée et tout. Et là, en vrai, tout est dans une tunnel. Genre là, j'ai un rétro-planning, j'ai un agenda. Genre, j'arrive à caler des trucs, des RDV, des trucs que je faisais pas avant. Sans savoir, t'en étais pas capable parce que t'avais pas identifié les problèmes, en fait. Donc, t'arrivais pas à structurer ta life avant. C'est ça. C'est qu'en gros, le TDAH, c'est aussi un truc de... T'as de la peine à t'organiser. Genre, je sais pas, même jeter tes poubelles, t'as la flemme. En fait, il y a des trucs, c'est facile à faire, mais tu vois ça comme une montagne. Tu vois ce que je veux dire? Et c'était souvent ça, même, genre, mes projets, quand je les faisais, genre, à la fin... Genre vraiment à la fin, je commence à baisser les bras. Tu vois ce que je veux dire? J'arrive pas vraiment à aligner les planètes au maximum. Et là, tu vois, genre avec celui-là, j'ai réussi vraiment à aligner un peu les planètes au maximum. En tout cas, j'ai essayé, tu vois. Et je pense que c'est aussi grâce à ça, tu vois. Et franchement, je suis content. Ça peut arriver, tu vois, surtout, tu sais, la trentaine, etc. On peut se mettre des objectifs, tu vois. Bien sûr. Est-ce que toi, il y a un truc où tu te dis, voilà, dans 5 ans, à la fois en tant qu'artiste, mais aussi en tant qu'homme, je veux être là. Est-ce que t'as des objectifs? Bah oui, mais en vrai, moi, tu vois, genre déjà, j'ai vécu... Vraiment, ma carrière, j'aime bien dire, c'est les montagnes russes, tu vois. Genre, j'ai eu des ups dans ma carrière, j'ai eu des downs. Genre, même, tu vois, niveau score ou niveau... Ça, je vais pas essayer de me focus trop sur les stats, mais bien sûr que c'est, tu vois, c'est les montagnes russes et genre, je me fixe des objectifs. Là, en fait, à 25 ans, je voulais déjà faire ma structure. Bon, je l'ai fait à 30. Je suis content, tu vois. Et j'ai mon studio. En fait, déjà à 30, là, j'ai fait ce que je voulais faire à peu près, mais il y a encore d'autres objectifs que je veux atteindre, tu vois. Mais en fait, je veux juste créer un truc, comment dire, viable. Tu vois. Même si la musique, ça marche pas demain, au moins, il y a ce truc viable où je sais que, vas-y, frère, j'ai mon studio, je peux continuer à faire de la musique. Tu vois, c'est comme genre les footeux. Tu vois, les footeux, quand ils peuvent plus être pro, sur quoi ils vont faire entraîneur ou consultant, mais ils vont rester dans la passion. Et je pense que c'est important de vivre sa passion jusqu'au bout, tu vois. Ouais, quand t'as la chance d'avoir une passion, tu peux encore en être. C'est ça. À fond. Tu vois, genre, le skate, je savais que j'allais pas être skater pro, je travaillais dans un magasin de skate. Mais au moins, genre, tu vois, j'essaye d'être... Est-ce que tu parlais de score? Est-ce qu'il y a eu des moments justement où t'as été déçu de projets qui n'ont peut-être pas rencontré leur audience comme t'aurais espéré que ce soit le cas? Franchement, en fait, le truc, c'est que j'ai vécu aussi des trucs un peu genre, tu vois, genre Fake Love. En fait, quand j'arrive à Fake Love, c'est juste avant l'opération. Donc, c'est Opération Fake Love. Ouais, c'est ça, de mémoire. Et du coup, là, en fait, je suis vraiment à mon prime un peu. Je vais dire à mon prime, genre, je fais quoi? Une couverture Les Un Rock, tu vois, il y a un peu tout ça. Et le truc, c'est que même moi, en fait, mon contrat, il se finit un peu avec Colors. Du coup, le truc pour que je ressorte des morceaux et tout, il y avait plein de trucs admin pour que je me remette bien en indé. Et en fait, il y a 2 ans qui sont passés. Et en fait, là où je devais établir un run... Oui, il y a eu un moment d'arrêt. Et le moment d'arrêt, il m'a fait mal. Tu vois, je reviens avec Mektoub. Mektoub, quand même, j'étais content et tout. Mais j'avais les appuis nécessaires et tout, je veux dire, en distrib et tout. Mais j'ai vu trop gros. Tu vois, parce que c'était ma première avance en distrib. Oui. Donc, je me suis dit, vas-y, j'envoie le paquet. J'ai envoyé le paquet. J'ai eu de la peine à recouper. Tu vois, t'as capté, j'ai de la peine à recouper. Donc, je fais un OV3. OV3, c'est un projet boom bap, donc ça va pas me coûter des milliers et des cents. Mais en tout cas, je me suis fait plaisir et tout. Mais tu vois, du coup, j'ai dû serrer les dents pour retourner dans une économie où je peux sortir des trucs vraiment qualitatifs et tout. Parce que j'arrive avec un truc super qualité. Et après, tu vois, genre, je sais pas comment expliquer. Mais OV3, c'est lourd aussi, mais c'est cool. Juste que c'est moins...
Enfin, je sais pas, moi je vois pas le. Pour moi, c'est juste un side project, tu vois. Voilà, c'est ça, un side project, c'est ça. Tu vois, ouais. Mais là, quand j'arrive avec un Mektoub, c'est mon album, mon premier gros album. Oui, ok. Tu vois ce que je veux Bien dire? sûr, bien sûr. Et en fait, il faut que je serre les dents pour revenir avec un autre gros album. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mais est-ce que c'est du coup. Est-ce que c'est pas ça la vie d'artiste? C'est ça la vie d'artiste. C'est un peu ça qui est toujours. C'est pas facile, mais il y a ce côté un peu aléatoire. Tu vois, c'est rare que ce soit. Bah non, mais parce que là, en vrai, j'apprends de mes erreurs. Ouais. Tu vois, je me dis, frère, je vais plus jamais 10K dans un clip. Genre. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois très bien. Et surtout là, on vit dans une ère où, frère, les clips, ça marche plus forcément. Ouais, c'est clair. Là, les gens, ils sont à base de Reels, TikTok et tout. Ouais. Mais bon, moi, je kiffe toujours faire des clips, j'en ferai toujours. Mais disons que maintenant. C'est vrai que c'est pas pareil qu'à l'époque de Focus où je sais pas à combien de millions de vues il est ou à combien. Mais tu vois, ça pétait les clips. Tu vois même des très gros vendeurs qui font des 200 000 vues en une semaine. Enfin, tu sais, c'est un autre. Tu vois le clip de Drake et Kendrick. Gims, il a plus de vues qu'eux. Sur Inao. Exactement. C'est sorti en même temps. Tu vois, c'est ouf. Tu vois, donc c'est. Alors que la prod de Gims, elle a coûté, je pense. 20% de la prod de. Tu vois, c'est clair. Tu vois, je pense que c'est un clip à 20 000 balles, tu vois. Alors, Et est-ce que, du coup, parce que Mektoub, c'est ton premier album, est-ce qu'aujourd'hui, toi, quand même, c'est une question que j'aime bien me poser, parce que moi, je me pose la question. Dis-moi. Les gens, ils vont me dire, ouais, Mehdi, on en a marre que tu parles de ça, mais c'est pas grave. L'album, est-ce que c'est encore important pour toi? C'est encore important. Ok. Parce qu'en fait, l'album, c'est vraiment le moment où je t'ai dit, en mode où je vais vraiment lâcher un peu tout ce que j'ai, toute ma frustration, tous mes traumas. Tout ce que, en fait, où j'étais super pudique, tu vois, genre... Oui. Parce que, justement, je suis une personne de nature pudique et j'aime pas trop parler de mes problèmes, soit à la maison, soit personnels, ou soit, tu vois. Mais je pense qu'il faut que je le fasse. Je pense que c'est important. Et en fait, c'est revenu beaucoup de fois à mes oreilles. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc, en fait, je pense que c'est l'album, ça va être ça, vraiment. Genre où je vais vraiment faire une sorte de thérapie. De thérapie. Ouais. Et en fait, les trucs autour, c'est vraiment des trucs pour que je kiffe. Est-ce que il y a un ou une artiste avec qui tu n'as pas encore collaboré et qui tu kifferais collaborer? Honnêtement, je dirais... Tu dis en France? Ce que tu veux. Franchement, en France, je dirais qui? Parce que tu as collaboré avec beaucoup de gens, déjà. Oui. Vraiment, franchement. De Laylo à... Enfin, il y a beaucoup de gens. Ouais. Franchement, c'est une question... En France, je dirais Rimka. Ah, le tonton. Ouais, évidemment. Tu connais. Lui aussi, il a fait beaucoup de feats en plus. Oui. Et ouais. Je dirais Rimka. Je dirais aux States, je dirais qui? Je dirais peut-être un Jadakis. Peut-être un Jim Jones. Ok. C'est plus dans le truc boom bap new-yorkais. Ouais, ce truc-là, c'était... Après, ou sinon, plus dans les trucs Atlanta, je dirais un Pee Wee Longwy. Ok. Tu vois? Ouais. Toujours les... Ouais, les trucs qui m'ont... Les OG, tu vois. Mais les gens qui m'ont touché. Ouais, ok. C'est direct quand ça me touche. Après, dans les nouveaux, je dirais un Z, j'aimerais beaucoup. Ok. Tu vois? Très chaud. Même The Four, c'est des mecs, tu vois. Ouais, 13 blocs, ça t'a marqué. Ouais, ça m'a marqué. Hamza, tu vois? Hamza, je pense, ouais. Hamza, je pense tout le monde. Tout le monde rêve de faire un feat avec Hamza. Lui aussi, il a fait beaucoup de feats, c'est vrai. Ouais. Parce qu'il, mais en vrai, tout le monde rêve de faire un feat avec lui. Tu penses? Ben oui. C'est vrai, souvent les artistes disent ça. Bien sûr. Ouais. Je te jure. Bon, Dimé, c'était un plaisir en tout cas de t'avoir aujourd'hui. De fou, ça m'a grave fait plaisir. Le projet, moment où les gens vont à l'interview, il est dispo dans 2 jours, je crois, un truc comme ça. Ouais, exactement. Je sais plus, voilà. En tout cas, il est disponible. Et on comprend aussi que là, c'est presque le point de départ d'autre chose en fait, tu vois. Voilà, c'est ça. C'est un nouveau cycle. Ouais, un nouveau cycle. De fou. Bien. Merci beaucoup. Plaisir. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu veux en savoir plus sur la rap musique, n'hésite pas à t'abonner à Apple Music. Tous les vendredis, un nouvel épisode du Code Radio. La playlist est régulièrement mise à jour également. Et nous, on se retrouve très très bientôt avec un ou une nouvelle invitée.